Au cours des dernières années, l'explosion de la dette publique aux États-Unis a fait l'objet d'une attention particulière, ce qui est compréhensible. À eux seuls, les remboursements d'intérêts représentent aujourd'hui l'une des plus importantes dépenses publiques du pays, et la situation ne fait qu'empirer. La nouvelle législation devrait encore creuser le déficit entre les revenus et les dépenses de l'État, ce qui signifie que le taux d'accumulation de la dette devra augmenter pour y faire face. Les États-Unis sont une économie particulière qui, pour l'instant du moins, contrôle la monnaie de réserve mondiale. Ils disposent donc d'une plus grande marge de manœuvre pour creuser ce type de déficit avant de s'attirer trop d'ennuis. Mais ce n'est pas non plus de la magie. Le gouvernement fédéral américain est aujourd'hui l'institution la plus endettée de l'histoire. Un jour ou l'autre, quelqu'un finira par payer le prix de cette dette, que ce soit le prochain groupe de travailleurs par des impôts plus élevés, tout le monde par l'inflation, ou les générations futures par un effondrement économique complet, cette dernière option semblant être la plus populaire à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, la Chine semble être le revers de la médaille. Sa dette est bien mieux maîtrisée, puisqu'elle ne représente que 84% du PIB, contre 123% aux États-Unis ou 250% au Japon, et elle est en outre l'un des principaux acheteurs de la dette d'autrui. Au cours des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'une des principales armes cachées de la République populaire était le fait qu'elle possédait des centaines de milliards de dollars de dette américaine. L'optique était assez claire. Les États-Unis sont l'emprunteur qui s'endette de plus en plus et la Chine est le prêteur qui épargne pour l'avenir. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En creusant un peu, on s'aperçoit que la Chine est sans doute plus endettée que les États-Unis, et que, selon les chiffres, son niveau d'endettement pourrait même être plus de 3 fois supérieur. La Chine est un pays dont le gouvernement, le secteur privé et l'économie en général sont très différents. Donc, quelle est la gravité réelle de la situation de la Chine en matière d'endettement ? Comment se propose-t-elle d'utiliser ses propres prêts comme arme économique ? Enfin, si la dette n'est que de la dette, pourquoi est-elle traitée si différemment aux yeux des économistes ? Comme toujours, les chiffres économiques de la Chine, en particulier au niveau provincial, sont souvent peu fiables. Les données d'institutions telles que le FMI et la Banque mondiale constituent la base de la majeure partie de cette vidéo. Mais même dans ce cas, elles reposent sur les rapports du gouvernement lui-même. Et comme nous l'explorerons un peu plus loin, il y a une longue liste de raisons pour lesquelles ces chiffres peuvent être quelque peu manipulés. Cela étant dit, l'une des plus grandes différences entre la dette chinoise et la dette américaine est de savoir qui emprunte. En Chine, la dette est beaucoup mieux dissimulée et répartie entre plusieurs niveaux de gouvernement, des entreprises publiques et des entités spéciales qui n'existent que pour prendre des dettes en dehors des livres comptables. Bien entendu, aux États-Unis, le gouvernement fédéral est responsable de la grande majorité des emprunts publics, mais le pays compte également des États et des collectivités locales qui contractent leurs propres dettes. La différence, c'est qu'aux États-Unis, l'ensemble de la dette publique régionale représente environ 12% du PIB, ce qui signifie qu'en incluant la dette fédérale, le pays a un ratio dette publique sur PIB d'environ 132%, ce qui n'est pas extraordinaire, mais pas terrible, compte tenu, encore une fois, du statut de réserve mondiale du dollar américain. En Chine, les gouvernements provinciaux ont une capacité beaucoup plus grande et sont beaucoup plus incités à s'endetter pour financer de grands projets. Là encore, il est un peu plus difficile d'obtenir des chiffres fiables, car le pays ne dispose pas des mêmes normes en matière d'information du public, mais selon des estimations prudentes, la dette des gouvernements provinciaux et locaux en Chine s'élevait à au moins 12,6 billions de dollars en 2023. Cela représente environ 76% de la production totale du pays, ce qui signifie que la dette collective du gouvernement chinois équivaut aujourd'hui à environ 160% de son PIB, soit environ 30% de plus que celle des États-Unis. Pour ne rien arranger, ces chiffres ne tiennent pas compte des entreprises d'État, qui, en Chine, remplissent en quelque sorte une double fonction. Celle d'une entreprise privée désireuse de dégager des bénéfices et celle d'un service gouvernemental chargé d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le parti. Par exemple, China State Construction and Engineering Corporation est la plus grande entreprise de construction au monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 320 milliards de dollars. Elle réalise des bénéfices, mais elle appartient au gouvernement populaire central, ce qui signifie deux choses. Tout d'abord, elle construit ce que le gouvernement veut qu'elle construise, qu'il s'agisse de petits projets d'infrastructures locaux ou de l'aéroport de Pékin d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ces développements stratégiques s'étendent également au-delà des frontières du pays.
La China State Construction and Engineering est impliquée dans des dizaines de grands projets de construction avec des États partenaires, y compris la construction d'une capitale entièrement nouvelle en Égypte. Ces projets servent les intérêts nationaux, mais ils ne sont pas techniquement menés ou financés par le gouvernement lui-même. Ces entreprises se contentent d'emprunter l'argent pour que le gouvernement n'ait pas à le faire. Il est pratiquement impossible de connaître le montant de la dette de ces entreprises, car nous ne savons même pas combien elles sont. La China State Construction and Engineering Corporation est un exemple massif et très médiatisé, mais une enquête menée par l'université de Stanford a révélé qu'il existait en Chine au moins 391 milliers d'entreprises entièrement détenues par l'État, allant de petites entreprises civiles locales à des banques internationales. En outre, plus d'1 million d'entreprises opérant dans l'ensemble de l'économie sont détenues par l'État à un degré ou à un autre. Ces entreprises d'État sont toutes fortement endettées et représentent, selon des estimations prudentes, l'équivalent de 30 000 milliards de dollars de dette. Si ces entreprises font défaut, le gouvernement se retrouvera dans une position où il perdra ces entreprises qui sont à sa solde, ou devra intervenir pour les renflouer. Quoi qu'il en soit, cela signifie que, collectivement, entre tous les différents véhicules que le gouvernement chinois utilise pour fournir des services à l'économie chinoise, sa dette représente plus de 300% de son PIB. Et c'est pas tout. Tout cela en supposant que les chiffres du PIB chinois, c'est-à-dire le dénominateur, soient réellement fiables, ce qui est, au mieux, discutable. De nombreux économistes remettent en question les chiffres officiels, et des recherches indépendantes ont suggéré que les inexactitudes courantes combinées dans les rapports signifient que l'économie chinoise pourrait être entre 20% et 60% plus petite que ce qui est officiellement rapporté. Cela signifie que les chiffres de la dette pourraient atteindre 450% du PIB, soit 3 fois plus qu'aux États-Unis. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Bien qu'elle soit une économie massive comme les États-Unis, la Chine n'a pas la même réputation en matière d'emprunt. On a beaucoup parlé de la dégradation de la dette américaine, qui est passée au fil du temps de AAA à AA+, auprès de la plupart des agents de notation, en raison d'une combinaison d'emprunts élevés et soutenus, de recettes fiscales inférieures aux recommandations, et au jeu de la poule mouillée auquel ils aiment jouer tous les 2 mois avec leur plafond d'endettement. Ces dégradations ont un impact et peuvent affecter le coût des emprunts d'un pays. Une personne à la recherche d'une obligation à revenu fixe à faible risque peut prêter de l'argent aux États-Unis. Mais si un pays comme la Suisse vend également des obligations pour lever des fonds pour son gouvernement, il constitue l'option la plus sûre, ce qui signifie que son taux d'intérêt devrait être plus bas, toute chose étant égale par ailleurs. Les notes de crédit des pays sont exactement comme les notes de crédit individuelles. Un score de 850 signifie des taux plus bas, parce que le pays a démontré qu'il présentait le risque le plus faible. Si le score est inférieur, les prêteurs veulent normalement un taux d'intérêt un peu plus élevé pour compenser le risque un peu plus grand. La Chine, quant à elle, n'est pas notée AAA, ni AA+, ni AA, ni AA-, mais seulement A+. Ce qui, pour être clair, est toujours bien, mais signifie que la plupart des agences reconnaissent les risques. Ce qui signifie que la Chine devrait payer un taux d'intérêt plus élevé sur toute cette dette qu'elle a accumulée. Mais ce n'est pas le cas. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le rendement d'un bon du Trésor fédéral américain à 10 ans est d'environ 4,5%. Le rendement d'une obligation chinoise équivalente à 10 ans n'est que de 1,7%, soit presque 3 fois moins. Pourquoi donc prêterait-on plus d'argent au gouvernement chinois, comparativement plus risqué, alors qu'on pourrait obtenir un rendement 3 fois plus élevé en prêtant de l'argent au gouvernement américain ? L'hypothèse est que l'économie chinoise fonctionne comme une économie de marché normale, ce qui n'est pas le cas, en particulier dans le cas d'instruments macroéconomiques comme celui-ci. La première différence est qu'un grand nombre de personnes et d'institutions disposant de beaucoup d'argent en Chine ne peuvent pas acheter des bons du Trésor américain. La Chine applique des contrôles stricts sur les capitaux quittant le pays, ce qui signifie que même si les investisseurs voulaient acheter des obligations américaines, ils n'auraient pas la possibilité de le faire. Cela s'applique même aux grandes institutions telles que les banques, qui, il convient de le noter, sont en grande partie détenues par l'État. Ainsi, lorsque le gouvernement chinois veut emprunter de l'argent, il n'a pas besoin d'entrer en concurrence avec tous les autres pays du monde qui essaient également d'emprunter de l'argent. Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres options, comme c'est le cas en dehors de la Chine.
Lorsque les rendements obligataires sont faibles dans une économie normale, comme celle des États-Unis, les investisseurs sont incités à placer leur argent dans d'autres actifs, comme les actions, l'immobilier ou les produits alternatifs, où ils peuvent obtenir un meilleur rendement. C'est l'une des raisons pour lesquelles une baisse des taux d'intérêt entraîne normalement une hausse des cours des actions. Mais en Chine, les investisseurs n'ont pas vraiment les mêmes options. Les économistes diront toujours que le marché boursier n'est pas l'économie, ce qui est généralement utilisé pour expliquer pourquoi les rendements du marché dépassent constamment la croissance économique globale. Mais en Chine, c'est l'inverse. Bien que la Chine ait connu le développement économique le plus intense de l'histoire, le marché boursier du pays a progressé de moins de 100% depuis l'année 2000. Cela ne semble pas si mal, mais à titre de comparaison, le marché américain a progressé de plus de 300%. Et c'est pas comme si nous avions choisi une échelle de temps peu flatteuse. Rien qu'au cours de la dernière décennie, le marché américain a progressé de plus de 150%, tandis que le marché chinois a en fait régressé. Cela signifie que le marché boursier n'est pas exactement une bonne alternative aux obligations, même à très faible rendement. De nombreuses sociétés cotées sur ces marchés sont partiellement ou majoritairement détenues par le gouvernement, ce qui signifie que le retour des bénéfices aux actionnaires est un objectif secondaire, la priorité étant de remplir les fonctions souhaitées par le gouvernement. Il est à noter que même les entreprises qui ne sont pas détenues par le gouvernement sont toujours sous l'emprise du PCC par le biais de réglementations sévères et d'un matraquage politique pur et simple. On peut soutenir qu'il est nécessaire d'appliquer plus strictement la réglementation aux entreprises sur des marchés tels que les États-Unis, mais la Chine va trop loin dans l'autre sens. Le gouvernement a notamment bloqué la cotation du groupe Ant Financial de Jack Ma après qu'il se soit mis à dos les dirigeants. Et en 2023, lorsque le gouvernement a pris des mesures sévères à l'encontre des cours particuliers, il a déclenché une chute massive des cours, les gens étant effrayés par l'excès de pouvoir du gouvernement. Cela signifie donc que pour la plupart des investisseurs, ou du moins pour ceux qui n'ont pas d'atout, le marché boursier est tout simplement trop risqué pour les rendements estimés. Cela prive également les entreprises indépendantes du financement dont elles pourraient avoir besoin pour poursuivre une véritable innovation. De l'extérieur, la Chine a fait des progrès très impressionnants dans le domaine des nouvelles technologies, mais ceux-ci tendent à se concentrer dans les domaines que le gouvernement a mis en avant comme étant prioritaires. En outre, il y a aussi le fait, pas si secret, qu'une grande partie de l'innovation chinoise consiste en fait à reprendre des modèles de partenaires de fabrication et à les réétiqueter. Mais il n'est pas certain que le développement technologique soit aussi robuste. Il y a quelques années, nous avons réalisé une vidéo complète sur ce sujet, comparant Shenzhen et la Silicon Valley. On ne veut pas trop se répéter ici, mais le point important, c'est que l'investissement réel dans les nouvelles technologies et entreprises prometteuses est beaucoup plus limité en Chine. Il s'agit en fait d'un problème, car les ménages chinois ne dépensent pas beaucoup d'argent. La consommation des ménages représente environ 68% du PIB des États-Unis. Les Américains sont des consommateurs hors pair et, à titre de comparaison, la moyenne mondiale est d'environ 56%. En Chine, la consommation des ménages ne représente que 39% du PIB. Bien sûr, le pays est globalement beaucoup plus pauvre que les États-Unis et a donc moins d'argent à dépenser. Mais les économistes s'attendent normalement à l'inverse. Les pays plus pauvres devraient naturellement consacrer une plus grande part de leur production totale à la consommation, car les gens doivent dépenser une plus grande part de leurs revenus pour assurer l'essentiel, et c'est largement ce qui se passe. Mais là encore, la Chine est différente. Pour être honnête, il s'agit aujourd'hui d'un pays à revenus moyens, mais même au début des années 2000, ses habitants ne dépensaient pratiquement rien. Le pays a donc gagné beaucoup d'argent grâce à des exportations massives, mais il ne l'a pas dépensé et le marché boursier a été plus ou moins ignoré par la plupart des investisseurs ordinaires. Où va donc tout cet argent ? Il y a bien sûr une dernière classe d'actifs qui, jusqu'à récemment, était extrêmement populaire, l'immobilier. Et l'immobilier est vraiment lié au problème de la dette de plusieurs façons. L'immobilier chinois est la plus grande classe d'actifs au monde. Le pays a tiré sa richesse de son statut d'atelier de la planète et l'a investi directement dans la spéculation immobilière. Cela a causé de nombreux problèmes. Nous considérons généralement que le logement est inabordable dans une ville si la maison moyenne coûte plus de 5 fois le revenu moyen. À Los Angeles, par exemple, c'est environ 7,5 fois. À Sydney, c'est 13 fois. Et à Londres, la maison moyenne coûte 19 fois le revenu moyen.
Mais à Pékin, ce chiffre est plus proche de 35 fois. Leurs villes sont désormais aussi chères que les grands centres mondiaux de l'Ouest, mais les revenus moyens y sont encore bien inférieurs. Avec un taux d'épargne impressionnant et aucun autre endroit où placer son argent, l'immobilier a fait plus que passer du statut de maison à celui de classe d'actifs. C'est désormais la seule classe d'actifs. Dans le même temps, le pays s'est peu à peu endetté, principalement pour financer des achats immobiliers de plus en plus hors de portée. Une crise immobilière est une chose en soi, et le risque de voir ce château de cartes s'écrouler est bien réel en Chine. Mais cette situation a également engendré un autre problème curieux, la déflation. Le prix des logements ont augmenté, mais comme les gens économisent désespérément tout ce qu'ils gagnent pour s'offrir des logements, le prix des biens de consommation générale en Chine sont restés plus ou moins stables au cours des 25 dernières années. Le pays est très bon pour fabriquer des produits, mais très mauvais pour les acheter, de sorte que l'offre dépasse la demande, ce qui est le résultat logique. Cela peut sembler un bon problème, mais c'est pas le cas. La stagnation des prix fait stagner l'économie, parce qu'elle supprime la motivation de dépenser ou d'investir. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes qui épargnent pour leur retraite investissent dans des entreprises productives est qu'elles espèrent que les rendements générés par ces entreprises dépasseront l'inflation, préservant ainsi leur pouvoir d'achat à long terme. Sans ce bâton inflationniste dans le dos, il y a moins de motivation pour investir dans des entreprises productives et sans les consommateurs, il y a moins de motivation pour que ces entreprises existent. Pour l'instant, tout va bien, car tout comme le monde a externalisé des emplois en Chine, la Chine a externalisé la consommation dans le monde entier. Mais l'aggravation des tensions commerciales et l'émergence de nouveaux concurrents pourraient sérieusement mettre en péril cette bouée de sauvetage. La Chine le sait, c'est pourquoi elle tente depuis longtemps de stimuler la consommation intérieure, notamment en s'endettant lourdement pour injecter beaucoup d'argent dans son économie. Mais là encore, d'où vient cet argent ? Les investisseurs internationaux sont loin d'être aussi intéressés par l'achat d'obligations d'État chinoises que par celui d'obligations d'État américaines. Et ce, parce que même si les marchés monétaires chinois présentent des risques, ils sont encore une fois bien moins rémunérateurs que les obligations américaines, qui sont comparativement sans risque. La véritable réponse à la question de savoir d'où vient cet argent est qu'il est inventé. Nous aimons tous les mèmes de l'imprimante à billets, mais entre 2000 et la fin de 2019, la masse monétaire M2 aux États-Unis a grosso modo triplé. Bien sûr, les choses se sont un peu corsées après le Covid, et les économistes ont légèrement redéfini cette métrique, d'où le grand pic. Même en Chine, en comparaison, la masse monétaire a sextuplé, ce qui n'a probablement aucun sens pour la plupart d'entre vous qui nous regardez, mais qui signifie qu'elle a été multipliée par 16. J'ai juste pensé que le mot était amusant à prononcer. Quoi qu'il en soit, cela signifie que la masse monétaire en Chine a augmenté 4 fois plus vite que la masse monétaire aux États-Unis. En effet, lorsque la Chine veut emprunter, il lui suffit de demander à l'une de ses banques d'État de créer de l'argent liquide et de le prêter à n'importe quel niveau de gouvernement ou entreprise d'État qui en a besoin. Là encore, les États-Unis et la plupart des autres économies avancées procèdent de la même manière, mais pas dans la même mesure. C'est la question la plus logique de toute l'économie. Pourquoi les gouvernements ne peuvent-ils pas simplement imprimer plus d'argent pour tout payer ? Normalement, la création d'une telle quantité d'argent aussi rapidement devrait entraîner une hausse des prix, car il y a plus d'argent pour moins de biens. Mais cela ne s'est pas produit en Chine. Du moins pas encore. Le pays a pu s'en sortir avec un tel niveau de création monétaire parce que les prix à la consommation sont restés très bas, malgré tout cet argent supplémentaire qui circule, car les consommateurs chinois sont toujours incroyablement économes. Ce faible niveau d'inflation signifie également que les banques sont heureuses de prêter aux taux les plus bas du pays, car même des rendements plus faibles reviendraient au même après prise en compte de l'inflation. S'agit-il donc d'un problème ? Si l'on se réfère aux chiffres de la dette par rapport au PIB, même selon des estimations optimistes, le pays a déjà dépassé ce que l'on pourrait considérer comme le point de crise. La limite est floue, mais il est généralement très difficile de revenir d'un ratio dette sur PIB supérieur à 120% sans faire des sacrifices exceptionnels. Certains économistes affirment que cette limite se situe plutôt autour de 150% dans l'économie mondiale actuelle. Où que se situe la limite, la Chine l'a tellement dépassée que les détails n'ont plus vraiment d'importance. Pour eux, la ligne est un point. Une dette de 300% du PIB est pratiquement inconnue en dehors des États en faillite. C'est donc pas génial. Mais est-il temps d'utiliser les vignettes de feu pour prédire que la Chine va s'effondrer dans 69 secondes ?
Peut-être, mais il y a aussi des éléments qui jouent en faveur de la Chine. Normalement, lorsqu'on considère l'endettement au niveau personnel, on prend en compte deux ratios. Le ratio dette sur revenu, qui est à peu près analogue au ratio dette sur PIB, et le ratio dette sur actif. Une personne endettée à hauteur d'1 million de dollars et disposant d'un revenu très faible peut sembler en difficulté, mais si elle dispose de 5 millions de dollars d'actifs, elle s'en sortira probablement très bien. La raison pour laquelle on ne tient pas compte de cet aspect lorsqu'on examine les gouvernements est que, au cours des dernières décennies, ils n'ont généralement pas beaucoup d'actifs, surtout si on les compare aux ménages. Le gouvernement fédéral des États-Unis, par exemple, possède évidemment des actifs, une vaste gamme d'équipements militaires et civils, des bâtiments gouvernementaux, certaines infrastructures appartenant à l'État, de l'or à Fort Knox, et beaucoup de dettes fédérales. Mais tout cela reste relativement accessoire par rapport à sa dette. Le Bureau des services fiscaux estime que ces actifs valent collectivement environ 5,6 billions de dollars. Donc, oui, c'est pas rien. Mais pas assez pour faire une entaille significative aux 30 000 milliards de dollars de dettes et aux 15 000 milliards d'engagements non financés, ce qui signifie que le gouvernement américain a une valeur nette d'environ moins 40 000 milliards de dollars. Par ailleurs, bon nombre de ces actifs ne sont pas vraiment liquides. Il est de plus en plus question de vendre des terrains fédéraux dans les États de l'Ouest pour rembourser une partie de la dette. Mais la mise sur le marché d'une telle quantité de biens immobiliers pourrait déstabiliser considérablement l'économie locale. Et en fin de compte, il faudrait des décennies sans accepter des prix de revente au rabais. En outre, il est clair que les États-Unis ont beaucoup moins d'intérêt à vendre quelque chose comme un porte-avions ou un bombardier B-2, un exemple totalement aléatoire que j'étais pas obligé d'inclure dans l'algorithme. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle la richesse n'est pas vraiment une considération pour des pays comme les États-Unis, ni pour la plupart des nations avancées d'ailleurs. Mais la Chine est différente. Le gouvernement est officiellement propriétaire de tous les terrains en Chine, et les loue sur la base de baux de plusieurs dizaines d'années. Mais même en tenant compte des terrains qui ont déjà été loués, ils valent encore beaucoup, en particulier autour des centres commerciaux. De plus, toutes ces entreprises d'État valent quelque chose, et elles sont très liquides. Un grand nombre d'entre elles ont déjà un petit nombre d'actions cotées en bourse, de sorte que le gouvernement dispose déjà d'un outil pour les revendre s'il en ressentait le besoin. L'autre considération plus immédiate est que la grande majorité des services publics sont également détenus par le gouvernement, ce qui signifie qu'ils ne représentent pas une dépense permanente en plus de la dette. En Chine, le gouvernement dispose d'une valeur nette positive d'environ 40 000 milliards de dollars, selon les estimations de l'Académie chinoise des sciences sociales. Rappelons qu'il est difficile, dans le meilleur des cas, de donner une valeur exacte à tous ces actifs et que les agences gouvernementales sont motivées pour produire des chiffres un peu bizarres. Les seuls autres chiffres dont nous disposons proviennent de la Banque des règlements internationaux, qui a estimé la valeur nette à environ 20 000 milliards de dollars. Mais ces chiffres datent de 2014, et il est évident que beaucoup de choses ont pu changer depuis. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le chiffre exact, il est clair que si le ratio dette sur PIB de la Chine semble catastrophique, sa valeur nette est bien plus saine que celle de la plupart de ses rivaux. Cela signifie également que cette dette est beaucoup plus facile à récupérer. Aux États-Unis, toute augmentation de la dette publique est presque parfaitement corrélée à l'augmentation de la richesse des ménages. Car, d'une manière ou d'une autre, la baisse des impôts et l'augmentation des dépenses publiques se répercutent sur les individus. L'économiste Richard Vague a donné une conférence sur ce sujet il y a environ un an, qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui vaut vraiment la peine d'être regardée si vous êtes intéressé. Bien entendu, tous les ménages ne bénéficient pas de la même manière des mesures de relance, mais il s'agit là d'un tout autre débat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un retour en arrière nécessiterait une réduction égale et opposée de la richesse des ménages, ce qui serait non seulement impopulaire sur le plan politique, mais aussi déstabilisant sur le plan économique, et entraînerait probablement une réduction des recettes fiscales. En Chine, il ne serait pas nécessaire de prélever cette somme sur les ménages, car la majeure partie de la dette sert à constituer des actifs publics, de sorte que les autorités peuvent se libérer de cette dette avec moins de restrictions, du moins en théorie. Un autre élément à prendre en compte est la faiblesse des taux d'intérêt. Une dette importante à un taux bas peut être remboursée de la même manière qu'une dette plus petite à un taux plus élevé, ce qui exerce la même pression nette sur les budgets publics, et comme nous l'avons vu, le gouvernement chinois est en mesure d'emprunter à des taux très bas, que ce soit par chance ou à dessein.
Mais c'est là que la répartition de cette dette entre tant d'entités gouvernementales différentes lui porte préjudice. Certes, le gouvernement central peut emprunter à des taux bas, mais les gouvernements provinciaux paient beaucoup plus cher car ils sont plus risqués et n'ont pas le même contrôle direct sur les banques d'État. De plus, les entreprises publiques paient souvent des taux d'intérêt allant jusqu'à 10%. Le pays a une dette énorme, cachée à différents niveaux de gouvernement, utilisée pour financer diverses organisations gouvernementales et semi-gouvernementales, qui peuvent ou non développer une véritable prospérité à long terme pour le pays. Jusqu'à présent, ils ont pu s'en tirer parce que les taux sont bas et qu'il est facile de créer de l'argent parce que l'inflation est restée obstinément stagnante. Mais cela pose ses propres problèmes, et c'est aussi une vision étroite des choses. L'inflation est peut-être faible, mais uniquement dans le sens où nous la mesurons généralement, à savoir l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire un panier de produits ménagers qui reflète grosso modo les dépenses moyennes des ménages. Bien sûr, les prix de ces produits sont incroyablement stables, parce que le pays fabrique pratiquement tout, et que le consommateur moyen est très économe. Mais l'inflation, c'est un peu comme tenir un ballon dans la main, il suffit de le remplir avec suffisamment d'argent pour qu'il gonfle quelque part. Il s'agit parfois des prix à la consommation ou des cours de la bourse, mais dans le cas de la Chine, il s'agit clairement des prix de l'immobilier. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une classe d'actifs particulièrement productive. Si le marché de l'immobilier continue à vaciller ou si l'inflation générale s'installe, la Chine pourrait avoir de gros problèmes, car une dette aussi importante, même si elle est détenue par des banques internes contrôlées par l'État, sera toujours difficile à gérer. Mais il y a probablement une chose plus importante à retenir de tout cela, c'est que l'économie chinoise est incroyablement bizarre. Nous avons comparé ces chiffres à ceux des États-Unis, ce qui est le plus logique, mais en réalité, son fonctionnement est complètement différent. Aux États-Unis, le secteur privé n'est pas réglementé et les capitaux circulent un peu trop, alors qu'en Chine, le secteur privé est surréglementé et le gouvernement pousse à l'abandon de la plupart des activités naturelles. Les États-Unis surconsomment, la Chine sous-consomme. Les États-Unis ont connu des problèmes d'inflation persistante, la Chine de déflation. Et oui, en ce qui concerne la dette, la situation n'est pas aussi conflictuelle qu'il n'y paraît à première vue. La Chine achète peut-être beaucoup de dettes américaines, mais elle a aussi beaucoup de dettes qu'elle s'achète à elle-même. Une véritable rupture entre ces deux économies n'aurait pas de gagnants et de perdants, elle aurait simplement des perdants. Il est facile de regarder les événements mondiaux actuels et de conclure que c'est le moment pour la Chine de briller parce que les États-Unis font tant de faux pas, mais c'est également injuste. La Chine a autant de problèmes, sinon plus, que les États-Unis, mais elle est bien plus douée pour les garder pour elle. L'une des causes profondes de cette bizarrerie est bien sûr le gouvernement lui-même, ou plutôt le parti. Nous avons réalisé une vidéo complète sur la hiérarchie du PCC pour voir qui contrôle quoi sur notre nouvelle chaîne Context Matters. Vous devriez pouvoir cliquer dessus sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!